Comme il a été dit, effectivement, je suis donc médecin urgentiste. Euh, Ça fait 40 ans que je fais de la médecine d'urgence et je me suis intéressé donc à la médecine, à l'intelligence artificielle il y a ça à peu près 32 ans. Donc je suis président de Medical Intelligence Service, qui est donc une société qui fait de l'aide à la décision au travers d'un produit qui s'appelle Medvir, pour médecine virtuelle, donc de l'aide à la décision et de l'aide au diagnostic. Je précise que le but n'est pas de remplacer le médecin, mais de faire finalement ce qu'on pourrait appeler de la médecine augmentée. Alors, la question que je me suis posée, c'est déjà de quoi meurt-on? En fait, de quoi meurt-on? On meurt de finalement peu de causes, assez peu de causes. Quand on regarde un petit peu de quoi on meurt bien sûr d'accidents, dont on peut en rapprocher bien sûr tout ce qui concerne les catastrophes, la famine, enfin tous les éléments extérieurs qui interviennent sur les individus ou sur des populations. Il y a la mort volontaire, puisque nous avons la liberté de mettre fin à nos jours. Il y a bien sûr les guerres, ça c'est inévitable, malheureusement, et je pense qu'on ne s'en sortira jamais. À côté de ça, il y a les épidémies. Le dernier exemple que nous avons vécu est là pour le dire. Il y a également ce qu'on pourrait appeler les échecs de la médecine. Sous ce terme un peu négatif, ça veut dire tout ce qui s'est passé, tout ce que les médecins ont mis en place et au cours duquel ils ne sont pas arrivés finalement à guérir le patient. On meurt d'infection, on meurt de maladies génétiques. Dans notre génome, nous avons des ferments parfois de maladies terribles, voire d'éléments qui font que nous avons une mort programmée. Et puis, il y a surtout la dégénérescence des organes, et c'est surtout de cela dont nous mourrons, c'est-à-dire nous avons 90 organes dans le corps, et ces 90 organes peuvent petit à petit aller moins bien et aboutir à des pathologies qui peuvent faire des effets dominos extrêmement graves. Alors évidemment, les accidents, on ne peut rien y faire. Les guerres, la mort volontaire, c'est la liberté de chacun. Les guerres, on pourra difficilement s'en passer, d'autant plus que la guerre, l'homme étant son propre prédateur, l'équilibre de la planète, malheureusement, ne peut passer, c'est peut-être un peu cynique de dire ça, mais ne peut passer que par effectivement une autoprédation de l'homme contre lui-même, de la même manière que chaque espèce a un prédateur qui lui permet d'avoir une population régulée. Notre but de médecin, finalement, c'est vaincre la maladie. C'est ça le but. C'est ça vers quoi nous tendons toutes nos énergies. Mais au-delà de ça, nous avons quand même le fantasme de vaincre la mort, même si nous savons à l'heure actuelle que ce n'est pas possible. Pourtant, on peut se dire qu'il y a des promesses qui sont faites par le transhumanisme qui peut-être nous faire envisager que nous puissions vaincre la mort. Donc, est-ce que c'est compatible avec notre conception de la condition humaine et de la condition humaine hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant, sur Terre? Donc, nous ne sommes pas sur Mars, nous sommes sur Terre. Et tant que nous sommes sur Terre, la modification de notre génome nous ferait sortir peu ou prou de notre condition humaine. Alors, est-ce que c'est une réalité possible? Bien sûr. Regardez, j'ai repris les éléments, la dégénérescence des organes, les maladies génétiques, les infections, les épidémies. L'échec de la médecine, je l'ai remplacé par le progrès médical, parce que c'est grâce au progrès médical que l'on pourra améliorer les choses. Regardez ce que l'on fait, c'est extraordinaire. La chirurgie augmentée, on en a parlé pendant ces 2 jours. La chirurgie augmentée avec les robots, avec la réalité virtuelle, avec les nanotechnologies qui permettent d'explorer le corps. Le diagnostic assisté par intelligence artificielle, de même que la prescription assistée par intelligence artificielle. Nous avons également la possibilité de suivre des maladies chroniques grâce à des capteurs et des applications. Nous avons aussi un autre élément qui est intéressant, c'est la médecine narrative. Laisser parler le patient, l'écouter et finalement, grâce à l'intelligence artificielle, comprendre ce qu'il dit et comprendre son mal et finalement améliorer la relation entre le médecin et le patient. Et ça fait partie du progrès médical. Le web est un excellent outil pour ça, pour nous amener à récupérer la parole du patient. Ce qu'on fait aussi, on fait des prothèses qui vont nous permettre, grâce aux biomatériaux, aux neuroprothèses, on en a parlé hier,
de diminuer cette dégénérescence des organes. On pourra imprimer des organes avec des imprimantes biologiques. On imprime de la peau actuellement, mais on pourra imprimer peut-être dans 40-50 ans un pancréas, un rein, un cœur, etc. La médecine prédictive est également un moyen d'éviter de tomber malade dans la mesure où l'on peut essayer de diminuer la dégénérescence d'un organe. Et ça, évidemment, comment peut-on y arriver? Grâce aux données, aux fameux big data, à toutes ces données qui vont nous permettre petit à petit de comprendre comment les êtres humains et les populations évoluent. On sera aidé en ça par les ordinateurs quantiques. Bon, c'est pas encore pour tout de suite, mais ça va venir. Les médicaments seront personnalisés. Nous n'aurons plus une classe d'antibiotiques, mais nous aurons un antibiotique pour chaque personne ou un type de médicament pour chaque personne. Les maladies génétiques pourront, grâce à la génomique, grâce au génie génétique et à la meilleure connaissance des médiateurs chimiques et des hormones, pourront aboutir, sinon à une éradication, du moins à faire que les 7000 maladies rares qui existent actuellement puissent trouver un jour une solution. Les infections et les épidémies, ben, on a du mal, bien sûr, mais une meilleure connaissance de nos cellules et des cellules adverses, qui sont les cellules des virus et des bactéries, nous permettront sans doute d'améliorer et d'aboutir à terme, on peut le penser, à une disparition des infections et des épidémies. Donc, mourir devient peut-être asymptotiquement, nous avons peut-être la possibilité asymptotiquement de nous débarrasser de la mort. L'intelligence artificielle, vous voyez, elle est partout. Et c'est ça souvent qui pose un problème éthique, comme on va le voir. Quel est l'objectif? Bon, bien sûr, c'est rallonger la durée de la vie en bonne santé, c'est ralentir le vieillissement et repousser les frontières de la mort au-delà de ce qui est possible et de ce qui est imaginable. Alors pourquoi ça a été possible? Parce que finalement, on est passé d'un monde réel à un monde virtuel. Et ça a été possible grâce à la numérisation du vivant, c'est-à-dire que nous avons été capables de transformer la réalité humaine en des séries de 0 et de 1. Et puis l'intelligence artificielle, combinée à cette numérisation, a permis finalement ce que nous connaissons, c'est-à-dire des progrès absolument époustouflants. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on on est passé d'un monde réel continu à un monde virtuel pixelisé. Pixelisé, c'est-à-dire transformé en des petits carrés qui sont de 1 de côté. Donc des mélanges de 0 et de 1 uniquement. Et finalement, ça a deux conséquences. C'est que d'une part, notre vision du monde passe désormais par le regard des machines. Et deuxièmement, que la vision virtuelle modifie notre perception du réel. Nous finissons par croire que ce que les machines nous délivrent au travers des images, c'est le réel. En fait, ce n'est pas le réel, c'est une vision du réel, une reconstitution du réel qui passe par l'œil des machines, et par le regard des machines, et par la pensée des machines. Et c'est peut-être là que se trouve l'un des problèmes. On donne des réponses éthiques, bien sûr, de façon à, grâce à des programmes, le rôle d'un programme, c'est d'appréhender le réel et de le transformer en un univers virtuel que l'on puisse comprendre et que l'on puisse analyser. Alors, il y a eu, bien sûr, une réponse éthique qui a été faite par, je crois que c'est Tristan Harris, qui a été l'un des premiers, avec une équipe de Google, qui s'est posé la question en 2017, peut-on trouver un moyen pour avoir une conception initiale des programmes qui soit éthique? C'est ce qu'on a appelé donc l'éthique by design, qui essaye de faire en sorte que la conception des machines se fasse selon des valeurs humaines et des principes humains. Et puis, d'autres types de réflexions sont passées. Bon, celle de Jérôme Béranger, très récemment, envisage une conception évolutive des programmes, ce qu'il appelle Ethic by Evolution, et qui consiste à mettre ces valeurs humaines et ces principes humains selon une logique évolutive et une avancée dans le temps. La question de l'intelligence artificielle s'oppose et pose une question par rapport à l'éthique que nous concevons et qui repose sur des valeurs éthiques qui sont la notion de justice, qui sont la notion de bienfaisance, la notion d'autonomie, la notion de non-malfaisance,
et une cinquième qui commence à émerger, qui est la notion d'explicabilité. Joël Colloque l'a expliqué hier, c'est que l'explicabilité est l'un des problèmes que nous pouvons avoir dans certains systèmes d'intelligence artificielle, parce que nous avons un effet boîte noire qui fait que nous avons du mal à comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces machines. Or, nous devons pouvoir expliquer pourquoi la machine fait ceci ou fait cela. Ces réponses donc éthiques, que ce soit éthique by design ou by evolution, consistent à intégrer des valeurs et des principes humains dès la conception des outils technologiques. Alors, est-ce que c'est suffisant? Bon, vous doutez que la réponse éthique peut paraître insuffisante. Pourquoi? Parce que finalement, nous avons dans le monde réel plusieurs éléments. Nous avons la connaissance que nous acquérons grâce à notre expérience et grâce aux découvertes. Et face à cela, dans le monde virtuel, la connaissance, ce sont des data, c'est-à-dire des suites de chiffres. C'est des champs qui sont remplis de chiffres et de notions. Le raisonnement, c'est une façon de penser de l'être humain. La machine, elle apprend, c'est ce qu'on appelle le machine learning, et elle apprend de façon à essayer d'apprendre selon des règles que nous essayons de singer à partir de l'esprit humain et de lui donner pour qu'elle réfléchisse. La protection des êtres humains pour nous est essentielle, mais face à cela, c'est la protection des données dont on s'occupe essentiellement dans le cadre d'une vision virtuelle. Regardez ce que ça donne. L'observation clinique, elle est numérisée, eh bien, elle est froide. Est-ce qu'elle s'occupe de la plainte du patient? Est-ce qu'elle s'occupe de la souffrance du patient? Est-ce qu'elle s'occupe de finalement la réalité de ses symptômes? Non. Pour elle, un symptôme, c'est un symptôme. Mal au ventre, c'est un mal au ventre qui ressemble à tout mal au ventre. Et il n'y a pas de dimension qui soit une dimension émotionnelle de ce symptôme. Les données numériques des examens et des traitements, elles sont uniquement numériques. Or, quand vous faites faire une ponction lombaire ou que vous avez un suivi, un médicament, une chimiothérapie anticocéreuse, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse et le monde virtuel ne le prend pas en compte. La data science et les corrélations statistiques sont à l'intérieur du monde virtuel. Or, le raisonnement, il est déductif, il est inductif, il est projectif, il est subductif, il est abductif. Il y a des tas de façons de raisonner. Et il y a surtout quelque chose en plus qui existe, qui est impalpable, qui est le bon sens. La machine a-t-elle du bon sens? Non, elle n'en a pour l'instant pas parce qu'elle n'a pas de réelle compréhension du monde qu'elle voit et donc du monde qu'elle nous présente. On protège les données, le RGPD, bien sûr, mais face à ça, finalement, ça protège l'anonymat, mais est-ce que ça protège notre liberté? C'est une question. Le data mining, c'est absolument, c'est comme ça que la machine apprend et que nous apprenons de la vision de la machine, mais que fait-on de ces données? Quel usage en fait-on? Ça veut dire que la vision, si on résume, la vision virtuelle du monde fait finalement perdre à l'homme tout ce qui est consubstantiel à la nature humaine, notamment dans des tas de dimensions qui sont des dimensions émotionnelles, métaphysiques, mystiques, etc. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dès qu'on fait une innovation, eh bien, on se confronte au monde d'hier qui est confronté au monde de demain. Alors, on fait des lois, on a fait RGPD, la loi sur la bioéthique, la loi sur la procréation médicalement assistée, la loi Kouchner, etc. Mais face à cela, vous avez vu tous les chantiers qu'il y a, que je vous ai montrés dans toutes les avancées technologiques. Mais qu'est-ce que nous avons face à ça, face à toutes ces innovations? Nous avons finalement, nous n'anticipons pas et nous attendons qu'il y ait des catastrophes, qu'il y ait des problèmes pour établir des règles qui seront établies, seront la jurisprudence. Donc, on ne va pas anticiper les catastrophes, on va les subir et après légiférer en fonction des catastrophes. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne pense pas. Je passe à la médecine puisque c'est mon métier. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est une relation entre un soignant et un soigné et avec l'utilisation de machines. C'est ce que nous appelons le monde 3.0, la relation entre le médecin, le patient et les machines.
Dans un monde 4.0, ben nous avons toujours le médecin et le patient, mais vous voyez que les machines, en fait, sont composées de deux éléments. D'une part, les capteurs qui observent, qui nous observent, et d'autre part, l'intelligence artificielle qui comprend ces données en provenance de ces capteurs. Et ce lien est de plus en plus fort. Vous voyez que nous passons d'une relation à 3 à une relation à 4, puisque le médecin, le patient peuvent aussi bien interagir avec des capteurs qu'avec l'intelligence artificielle. C'est donc le monde 4.0. Et on voit qu'entre le monde des patients, entre le monde des êtres humains et le monde de la machine, il y a finalement deux mondes qui peuvent s'opposer, surtout si les liens se disjoignent et si finalement la machine vit sa vie et nous vivons notre vie. Nous serons donc dans une sorte de divorce entre l'homme et la machine. Quel est le risque? Le risque, c'est que la machine, finalement, nous impose sa loi. Et ça, c'est quelque chose le danger du monde 4.0, il est là, et c'est pour ça qu'il y a toute cette réflexion éthique pour essayer d'éviter que le monde 4.0 soumette l'homme à la volonté des machines qu'il a créées. Bon, c'est une porte ouverte, bien sûr, que j'enfonce. Mais c'est important de rappeler qu'on a des questions qui se posent. Et c'est donc un petit peu le sens de ma réflexion, c'est les outils technologiques vont-ils mettre l'être humain sous le contrôle des machines? Pour l'interrogation. Les outils qui permettront l'avènement d'un transhumanisme vont-ils changer notre nature humaine? Sur Mars, on y sera obligé, bien sûr, mais tant qu'on est sur Terre, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi? Parce que notre condition humaine, c'est un point qui est essentiel sur lequel nous devons avant tout réfléchir. La maladie, mais est-ce qu'elle est indissociable ou non de notre condition humaine? Quelle est la place de la maladie dans la société, la place de la maladie chez l'individu? Est-ce que la maladie n'est pas en même temps parfois un facteur d'évolution et parfois même un facteur de progrès, voire ce qu'on appelle les bénéfices secondaires de la maladie? Il y a dans la maladie, il n'y a pas que du négatif, il y a souvent également du positif. Et alors, si la maladie est profondément liée à la condition humaine, par quoi va-t-on la remplacer si elle disparaît? Comment allons-nous remplacer cette maladie? Par quoi? C'est une interrogation. De la même manière, si la maladie devient hors la loi, les malades seront-ils considérés comme des contrevenants? Vous avez un cancer du poumon, oui, c'est parce que vous avez fumé. Vous êtes responsable et donc on ne s'occupera pas de vous parce que vous avez un cancer du poumon et c'est de votre faute. L'homme augmenté sera-t-il encore un être humain? On a vu la force considérable de la bionique et des nouvelles technologies, mais ça pose la question de la nature biologique de l'homme. Et puis, si l'être humain parvient à repousser les frontières de la mort, de quoi va-t-on mourir? De quoi? Et puis, la place de la mort, bien sûr, elle est donc essentielle, ce qui nous pose en même temps une question à laquelle nous ne pouvons pas échapper. L'allongement de la durée de la vie est-il compatible avec la surpopulation mondiale? C'est une vraie question. Alors, c'est peut-être un peu dérangeant, mais c'est une question. Ça fait partie des questions, je pense qu'il faut se poser. Donc, l'éthique by devolution, by design et l'éthique by evolution sont un moyen sont indispensables pour concevoir des machines éthiques, mais elles sont insuffisantes pour répondre à ces questions. Donc, c'est pour ça que je propose cette notion d'éthique by the top, qui sera mon avant-dernière diapo, qui est de se dire que la condition humaine, finalement, elle est basée sur quoi? Sur le fait que nous sommes des cellules, des êtres faits de cellules, donc des êtres biologiques, que notre existence se terminera inéluctablement un jour, d'une manière ou d'une autre, et donc que la mort fait partie de la vie, et puis que la maladie est un phénomène normal. Nous nous trouvons dans une société, surtout dans les sociétés occidentales, dans laquelle la mort est quasiment un scandale et pratiquement quelque chose qui est inconcevable et dont on cherche à se débarrasser. Pourtant, c'est ça qui fait notre condition humaine. Et donc, si la maladie est un phénomène normal, alors il faut de la médecine. Et s'il faut de la médecine, ça passe par l'acte médical, car la médecine, c'est avant tout une relation entre un soignant et un soigné, celui qui est malade et celui qui tente de lui apporter un soin. On a deux éléments dans la relation médecin-patient. D'une part, la connaissance que nous retirons
de cette relation et de la compréhension de la maladie, et d'autre part, le soin qui est apporté au patient et dans lequel le soignant trouve également son intérêt et trouve sa légitimité. Donc nous avons entre ces deux actions qui seront la connaissance donc, intellectuelle, on va dire, et le soin qui est plus corporel, deux actions, une action qui est humaine, qui va nous permettre d'améliorer notre connaissance et améliorer le soin, et puis une action qui est numérique, qui regroupe tout ce que nous avons décrit au tout début de cette intervention et dans lequel il y a la connaissance et le soin qui se trouvent impactés par l'action numérique. Donc nous avons au total une réflexion humaniste à avoir. Tout le monde le dit, mais sur quoi cela repose-t-il? Quelle est cette réflexion? Est-ce que nous poussons le bouchon suffisamment loin? Et puis, deuxièmement, la réflexion philosophique dont nous ne pouvons pas nous départir. Et quand on parle d'éthique, quand on parle de conditions humaines, on ne peut pas échapper à cette réflexion philosophique. Alors, on a parlé d'Asimov tout à l'heure, donc vous voyez, je ne sais pas inventer grand chose, mais je me suis dit finalement dans cette relation médecin-patient, avec les applications, avec le web qui nous donne des quantités d'informations colossales, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne pourrait pas établir plusieurs principes? Donc j'ai copié un petit peu comme beaucoup de monde Asimov, établir des principes. Premier principe, c'est de se dire que la relation médecin-patient est un sanctuaire inviolable. Inviolable. La machine ne doit pas intervenir dans la relation humaine entre le médecin et le patient. Même si elle agit dessus, elle ne doit pas s'interposer. Le deuxième point, c'est que toute machine intelligente ou supposée intelligente doit rester contrôlable par l'homme. Obligatoirement, il faut qu'elle soit contrôlable par l'homme totalement, de façon à ce que la machine ne nous envoie pas dans un monde 4.0 épouvantable. Et puis, dernier principe, c'est que toute machine intelligente devenue consciente d'elle-même et contrevenant aux deux principes précédents devrait être détruite. Voilà, c'est un petit peu ces pistes de réflexion que je voulais vous apporter.